Bien, bonjour mesdames et messieurs, donc bienvenue à cette capsule vidéo qui sera consacrée aux nouveaux ravageurs exotiques et aux dangers qu'ils peuvent représenter pour la viticulture suisse. Donc c'est une capsule qui aurait dû être donnée par mon collègue tessinois Mauro Iermini, qui malheureusement n'a pas pu se déplacer et que je remplace au pied levé. Donc c'est une communication conjointe entre Agroscope, le service phytosanitaire cantonal tessinois et l'antenne tessinoise du VSL. Donc on va voir rapidement deux nouveaux ravageurs exotiques qui ont fait leur apparition au Tessin. Et c'est une présentation qui vise surtout à vous montrer ces insectes et brièvement vous exposer les dangers potentiels qu'ils peuvent occasionner pour la viticulture. Donc le premier de ces ravageurs, c'est la cicadelle Erasmoneura vulnerata. C'est une cicadelle qui est originaire d'Amérique du Nord, tout comme Scaphoideus titanus, qu'on a vu dans une capsule vidéo précédente, le vecteur donc, de la flavescence dorée. Elle a été trouvée pour la première fois en Europe en 2004, en Italie, donc dans la région de Venise. Et c'est une cicadelle qui, comme d'ailleurs Scaphoideus titanus, comme la cicadelle verte, aussi Mpoas cavitis, passe par 5 stades juvéniles avant l'apparition des adultes. Elle se reconnaît relativement facilement à sa couleur rouge. Vous voyez le stade nymphal, un abdomen rouge très pétant là, sur la gauche de l'image. Et l'adulte à droite, lui, se reconnaît à une petite trace un peu sanguillonnante sur la bordure de l'aile, aussi très caractéristique de cette espèce. Donc une cicadelle qui ne pose pas trop de difficultés à identifier dans le vignoble, d'autant plus que sa taille de 4-5 mm la rend facilement observable à l'œil nu. Elle est présente au Tessin, dans toutes les régions viticoles du Tessin. Elle a été observée pour la première fois en 2019. Sur la carte, vous le voyez peut-être pas très bien, mais on a des captures dans le Sottoceneri et dans le Sopraceneri. Ce sont les points jaunes marqués d'un centre noir qui figure sur cette carte. Donc cette répartition un petit peu dans tout le canton nous signale que cette cicadelle n'est pas arrivée probablement en 2019, mais qu'elle était déjà présente depuis quelques années, mais que sa présence était probablement masquée par les traitements obligatoires contre Scaphoideus titanus, donc le vecteur de la flavescence dorée, avec des produits qui sont aussi efficaces contre cette nouvelle cicadelle. On pense aussi qu'elle est arrivée au Tessin, qu'elle n'a pas été transportée, mais qu'elle est arrivée de manière vraiment spontanée, je dirais, en volant directement depuis la frontière italienne dans les vignobles tessinois et qu'elle s'est peu à peu ainsi répandue au Tessin. C'est une cicadelle qui a 2 générations annuelles au Tessin. La premier pic de vol s'observe fin mai, début juin et le deuxième fin juillet, début août. On pourrait penser qu'il y a une 3e génération partielle là, autour de la semaine 40, mais ça reste encore à déterminer, on n'en est pas tout à fait sûr. Mais c'est possible qu'il y ait une 3e génération qui se développe. C'est le cas d'ailleurs en Italie où régulièrement une 3e génération est observée, c'est encore pas tout à fait déterminé au Tessin. Alors quels sont les dégâts que cette cicadelle occasionne? Vous avez ici 2 types de dégâts. Elle va d'abord piquer les cellules donc, du mésophile et provoquer l'apparition de petites zones chlorotiques sur le feuillage. On voit ça un peu par transparence sur l'image A, donc l'image de gauche. Et on aura surtout aussi une présence abondante de petits points noirs qui peuvent faire penser à des pycnides de champignons, mais qui sont en fait les crottes, les excréments de cette cicadelle qui peuvent aussi comme ça, souiller le feuillage. Donc quand on a des très fortes populations de cette cicadelle, les symptômes peuvent s'étendre à l'ensemble de la surface des feuilles qui vont alors se dessécher, s'enrouler partiellement et évidemment provoquer des pertes d'assimilation chlorophyllienne avec des conséquences sur la récolte et sur la qualité des raisins qu'on n'a pas encore appréhendé jusqu'à maintenant, vu que ce ravageur vient à peine d'arriver, je dirais, dans les vignobles suisses. Voilà pour, ce premier organisme. Le second organisme, c'est le scarabée japonais, Popilia japonica. Alors vous voyez ici, c'est un très joli scarabée. Pour moi qui suis entomologiste, je trouve que c'est un très bel insecte.
malheureusement on verra qu'il ne pose passablement de problèmes. Donc il est originaire du Japon, il a été trouvé pour la première fois en Europe en 2014, là aussi en Italie, entre la région de Lombardie et la région du Piémont. Et les premières captures au Tessin remontent à 2017, où là, des adultes avaient été capturés à la frontière entre la Suisse et l'Italie, dans la région de Stabio. Et en 2020, on a observé les premiers foyers de larves dans le Mendrisiotto, c'est-à-dire que l'insecte n'est pas seulement arrivé en tant qu'adulte en Suisse, mais il s'est reproduit en Suisse. Et on a les premiers foyers entièrement suisses de l'insecte qui se sont développés dans le Mendrisiotto. Alors cet insecte peut causer d'importants dégâts dans de nombreuses cultures et, très important, il est classé comme organisme de quarantaine, donc il doit y avoir un contrôle de cet insecte qui se fait pour éviter sa diffusion à l'ensemble du territoire national. Quelques mots sur sa biologie. Donc c'est un scarabée qui a un cycle annuel, donc il va hiverner dans le sol au 3e stade larvaire et au printemps, ces larves reprennent leur activité et vont commencer à se nourrir. Si on observe ces larves, elles ressemblent fortement aux larves du hanneton commun, par exemple. Elles sont très difficilement distinguables des larves des autres hannetons. L'adulte, en revanche, lui, se reconnaît facilement par rapport aux autres hannetons qu'on peut avoir en Suisse, par exemple par rapport au hanneton horticole qui ressemble un petit peu à ce hanneton ici. Mais il y a deux caractéristiques qui permettent absolument de le distinguer. C'est la présence de ces 5 touffes de poils blancs sur le côté de l'abdomen, là, qui sont entourées en rouge en haut et en bas de l'image, et les 2 touffes de poils blancs sur le dernier segment abdominal qui sont aussi caractéristiques de cette espèce et qui permettent de distinguer ce hanneton à coup sûr, notamment du hanneton horticole qui ressemble un petit peu aussi à ce hanneton ici, mais qui n'a pas ces caractéristiques. Alors c'est un hanneton qui vole de mi-mai à fin août. Il est capable de voler sur plusieurs kilomètres. C'est un assez bon voilier. Les femelles, une fois qu'elles émergent, elles vont commencer par s'alimenter. Ensuite, rechercher à s'accoupler et pondre. La longévité est environ d'1 mois à 1 mois et demi. Et puis c'est un insecte qui va privilégier une ponte dans des lieux moyennement à fortement humides. C'est-à-dire ça sera dans des pâturages, par exemple en bordure de cours d'eau, mais ça sera aussi par exemple dans des terrains de foot qui sont régulièrement arrosés, des terrains de golf qui sont régulièrement arrosés, ou des prairies en bordure de forêt qui restent humides. C'est vraiment ce type de milieu qui est privilégié par l'insecte pour la ponte. Quant aux plantes hôtes, vous voyez la liste, il y a plus de 300 plantes hôtes, c'est-à-dire que c'est un insecte qui n'est pas très regardant sur ce qu'il mange, il va bouffer à peu près tout ce qu'il trouve. Et malheureusement, la vigne, les petits fruits, les fruits à noyaux sont particulièrement appréciés par cet insecte. Au niveau des larves, elles se nourrissent essentiellement de racines de graminées. Donc, comme je l'ai dit, dans les gazons, pâturages, terrains de golf ou de foot, etc. Pourvu qu'il y ait un certain niveau d'humidité, on ne les trouvera pas, par exemple, dans les prairies sèches, très exposées au soleil ou dans les endroits très secs, mais plutôt dans ces endroits donc, moyennement à très humides. Les larves sont aussi capables de s'attaquer à des racines de plantes cultivées, mais là c'est aussi un peu moins bien documenté en Suisse pour le moment. Mais dans la littérature, on trouve qu'elles peuvent s'attaquer aux racines de maïs, par exemple, soja, tomates et fraises, etc. Les adultes, et c'est là que c'est un petit peu plus ennuyant pour la viticulture, peuvent se nourrissent essentiellement de feuilles, de fleurs et de fruits de plantes cultivées sauvages en bordure de forêt. Et on peut avoir ce genre de dégâts extrêmes que vous voyez ici sur la droite de l'image, avec des vignes, oui, ce sont bien des vignes qui sont complètement défeuillées par des grandes attaques de ce ravageur. Là, c'est des photos qui proviennent d'Italie. Et vous voyez qu'évidemment, avec des dégâts de ce type, le viticulteur n'est pas forcément évidemment content de voir ce genre de phénomène. Fort heureusement, c'est un insecte qui a un comportement plutôt agrégatif, c'est-à-dire que les dégâts au niveau d'un vignoble ne sont pas homogènes. C'est-à-dire qu'une parcelle viticole ne sera jamais entièrement touchée par de tels dégâts, mais on aura de tels dégâts plutôt dans les bordures, sur 1 rang, 2 rangs ou sur des bouts de ligne, ce qui limite quand même un petit peu la portée de ces dégâts qui restent quand même très très spectaculaires. Et chose étrange, vous le voyez peut-être aussi sur l'image de droite, les grappes ne sont pas touchées.
Ce qui ne veut pas dire évidemment qu'on aura forcément une récolte, parce que dans l'image de droite, là, on est avant la véraison, et puis si on n'a plus de feuilles avant la véraison, c'est clair que les grappes ne pourront pas parvenir à une maturité satisfaisante. Donc voilà un petit peu la situation actuelle. Donc en conclusion, pour Erasmoneura vulnerata, on considère que ça restera probablement un ravageur secondaire dans le vignoble tessinois. On ne peut pas exclure ponctuellement quelques dégâts, mais ces dégâts seront très certainement masqués par la lutte contre Scaphoideus titanus, par la lutte donc contre le vecteur de la flavescence dorée, qui y a aussi un effet indirect sur cette nouvelle cicadelle, de même que sur d'autres cicadelles qui peuvent s'attaquer à la vigne, comme Empoas cavitis et Zyginia rhamni. L'insecte, on ne peut pas exclure qu'il franchisse les Alpes. Il ne va pas franchir les Alpes tout seul, parce que, bon, il vole bien, mais la barrière des Alpes est quand même une grande barrière. Il pourrait arriver au nord des Alpes, évidemment, si on importe du matériel de vigne qui est infesté par la cicadelle. Là, on ne peut pas l'exclure. On ne sait pas trop encore si les conditions, je dirais, du nord des Alpes sont favorables ou non à l'insecte, mais ça, l'avenir nous le dira. Mais je dirais que globalement, c'est une nouvelle cicadelle, c'est un nouveau ravageur potentiel de la vigne, mais les risques sont relativement faibles, je dirais, pour la viticulture, en sachant qu'on lutte de toute façon contre la flavescence dorée et qu'on arrive ainsi aussi un peu contrôler indirectement ce ravageur. Pour Popillia, c'est un petit peu plus embêtant. Comme c'est un organisme de quarantaine, il y a déjà une obligation de signaler toute présence de cet insecte au service phytosanitaire de vos cantons respectifs. Donc si vous attrapez un hanneton et que vous pensez que ces caractéristiques le rattachent au genre Popillia japonica, il faut absolument le signaler au service phytosanitaire de votre canton. La propagation de cet insecte, même si on a dit qu'il volait bien, c'est clair qu'il ne va pas voler de lui-même à travers les Alpes. Il va se propager essentiellement par des moyens de transport et surtout par du substrat infesté, c'est-à-dire des larves, soit dans de la terre végétale que vous importeriez du Tessin au nord des Alpes, soit dans des plantes en pot que vous pourriez acheter au Tessin, que ce soit des plants de vigne, mais aussi des plants ornementaux. Hein. Si vous achetez un camélia au Tessin, un rhododendron au Tessin, n'importe quelle plante au Tessin en pot, présente, je dirais, un risque d'importer des larves de ce hanneton au nord des Alpes. Donc il faut absolument éviter d'importer, je dirais, au nord des Alpes, ce type de matériel si on veut limiter au maximum le risque d'introduction de cet organisme au nord des Alpes. On l'a vu aussi lors de nos visites au Tessin, c'est un hanneton qui s'accroche très facilement aux habits. Donc si aussi on est dans une zone où on voit beaucoup de hannetons japonais, c'est aussi peut-être utile, je dirais, de rapidement examiner ces habits pour voir si on n'a pas 2-3 bestioles sur nous. On monte dans une voiture, on passe le Saint-Gothard et puis le hanneton finalement arrive au nord des Alpes. Donc c'est quelque chose où il faut être assez attentif. Donc on ne peut pas exclure évidemment une colonisation du nord des Alpes. Elle va arriver certainement, tôt ou tard, mais le plus tard sera le mieux évidemment. Donc pour la viticulture, on peut pas encore, c'est difficile encore de juger maintenant si ce sera vraiment un problème ou pas. On a des signalisations avec des dégâts relativement importants, en tout cas en Italie, mais toujours de manière très ponctuelle et très limitée dans certaines zones du vignoble. Mais on ne peut pas exclure aussi que ça s'étende quand même, et il faut être attentif et rester attentif, d'autant plus que cet organisme est classé comme organisme de quarantaine. Concernant Popillia, qui est peut-être qui est certainement le plus dangereux des deux insectes que j'ai mentionnés dans cette présentation, vous trouverez aussi sur le site popilliagroscope.ch une fiche d'identification de l'insecte qui reprend un peu toutes les caractéristiques qui vous permettent aussi d'identifier cet insecte si vous avez des doutes. Vous avez une carte de distribution de l'insecte en Suisse et puis aussi la liste des plantes hôtes que vous trouverez sur ce site. Pour toute question plus précise, je me permettrai de vous rediriger vers mon collègue au Tessin, Mauro Iermini.
responsable donc du centre agroscope de Candenazzo, qui pourra, le cas échéant, transmettre aussi vos questions soit au service phytosanitaire cantonal du Tessin, soit auprès de l'antenne du VSL. Et là, les collègues pourront vous donner plus de détails encore sur ces deux nouveaux ravageurs potentiels pour la viticulture, si vous avez besoin de plus d'informations. Voilà, merci pour votre attention et bonne journée.